il y a peut-être un mois, notre vision s'est fait inviter au CCA, et principalement pour vous montrer l'aspect analytique du projet. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est vous expliquer plus en détail ces analyses-là, et aussi par le fait même vous montrer le résultat de nos analyses formellement, matériellement, qu'est-ce que le projet va avoir l'air, et aussi en même temps de vous expliquer un peu le contexte culturel dans lequel le projet s'est développé avec la communauté juive orthodoxe, avec la ville. Donc c'est un peu une suite de l'intervention précédente. Donc aujourd'hui, on va parler de tous ces aspects-là en même temps. Donc dès le départ, quand on s'est fait approcher par ces gens-là, pour nous, ce projet-là, on savait que ça allait être un ghetto. Donc, il n'y avait rien de caché là-dedans. Ça allait être entièrement 60 logements pour les familles juives de Montréal, qui est une combinaison avec des gens de New York, avec des familles énormes, donc jusqu'à 10 enfants dans chaque logement. Donc, pour nous, c'est important d'intégrer ce projet-là dans son contexte, d'avoir une approche vraiment ouverte avec la ville, d'entrée de jeu, d'expliquer vers quelle direction on s'en allait avec les autorités, afin que cette communauté-là puisse bénéficier d'un ensemble d'habitations qui allait répondre à leurs besoins culturels, leur style de vie, mais aussi en même temps qui allait être parfaitement intégré au milieu, parce qu'on ne se cachera pas, il y a une certaine friction qui existe entre certains citoyens d'Outremont et la communauté juive orthodoxe. Donc le site, on se retrouve à Outremont, juste au nord de Van Horn et à l'ouest de Saint-Laurent. Et c'est le dernier site, en fait, avant d'arriver au chemin de fer, qui va être transformé, le nouveau campus d'Outremont, en fait. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il y avait une école pour la communauté juive sur le site qui a été démolie afin de décontaminer le site. Donc, la communauté était déjà propriétaire de ce terrain-là depuis plusieurs années. Donc, on voit aujourd'hui, disons, le site vacant qui va devenir en même temps la nouvelle entrée du campus. Donc, c'est un projet vraiment important dans l'accès, dans la transition entre le tissu plus traditionnel et le nouveau projet culturel. Une vue de l'autre site avec le nouveau tracé, le tracé du chemin de fer, qui est quand même important sur le site parce que ça va devenir un parc public dans le campus. Un autre aspect important, c'est que le projet est vraiment une transition entre les bâtiments traditionnels que vous voyez à droite, triplex typique d'Outremont, et sur l'avenue du Charme, en fait, on retrouve certains bâtiments contemporains qui ont été transformés. Disons, le plus célèbre est le bâtiment de Boutros, peut-être plusieurs d'entre vous le connaissent déjà. Le bâtiment d'habitation ici avec les passerelles et tout ça. Donc, déjà sur l'avenue du Charme, il y avait déjà un travail de transformation qui avait commencé par rapport au tissu plus traditionnel. Donc, la relation du site, du projet avec le nouveau campus. Donc, comme je vous expliquais, c'est une des entrées importantes du site. Et en même temps, ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce site-là était exclu du plan de zonage initial du campus. Donc, on se retrouve avec un zonage d'Outremont, avec des marges de recul complètement différentes du campus. C'est vraiment un site particulier dans plusieurs aspects.
Juste mentionner, le projet en face du nôtre, en fait, qui est juste à côté, c'est juste là, il y a un projet d'habitation qui s'est fait là aussi. Puis eux autres, ils ont eu vraiment beaucoup de difficultés à s'implanter, justement, parce qu'ils étaient dans la nouvelle zone du campus de l'université. C'est un tout autre règlement d'urbanisme qui s'appliquait pour eux autres. Donc, dès le départ, comme je dis, on savait que ça allait être un ghetto et on savait que ça allait être un bâtiment assez dense. On devait maximiser le site. Donc, c'est des gens qui ont négocié, donc qui ont négocié même jusque dans leur site. Donc, il faut aller chercher le maximum d'implantation. Et pour nous, dès le départ, une des recherches qui était importante, une des questions qu'on s'est posées, c'est comment la lumière naturelle allait entrer dans cet ensemble d'habitation-là, et aussi comment on pouvait réutiliser certaines typologies traditionnelles d'Outremont pour les réorganiser et en même temps les redisposer sur le site afin de voir le résultat, une certaine exploration avec en même temps une surprise. On désirait avoir une surprise. Donc, on voit les différentes typologies de A à P. C'est quelques-unes qu'on a répertoriées. Donc, on retrouve des cours typiques de Montréal A très allongés à Outremont versus des cours plus aérés et d'autres, des bâtiments comme M qui sont refermés sur eux-mêmes. Donc, l'espace de la cour devenait très important pour nous dans l'organisation du plan du projet et dans son implantation aussi. Donc rapidement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des scénarios typologiques et on a repris ces morphologies-là et on les a répétées sur le site de façon à analyser les retraits, les avancées, les interstices, les alignements. Il y a même les irrégularités, parce qu'il y a certaines, comme la lettre P, par exemple, est très régulière, versus A qui est très irrégulier. Donc, ces éléments-là devaient être pour nous intégrés dans le futur projet. Par la suite, il y a un autre élément important à expliquer, c'est que la communauté juive doit avoir une vue directement sur la ville. Donc, c'est impensable de pouvoir développer un projet avec un corridor au centre et des appartements qui donnent sur la cour et des appartements qui donnent sur l'espace public. Donc, chacun devait avoir une vue. Donc, à partir de là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris un peu les proportions des typologies d'Outremont et on les a rationalisés et on les a disposés sur le site. On a essayé de lui faire valoir que peut-être le bâtiment court serait intéressant, mais ça a été rejeté immédiatement. Donc, et d'autres bâtiments, ce qu'on essaie de voir, c'est en essayant de mettre des bâtiments à l'arrière, créer des cours et en même temps des vues sur la rue, quelle allait être leur réaction par rapport à tout ça. Donc, pour eux, à la fin, ce qui était primordial, c'est que les habitations devaient être sur la rue. Donc, il n'était pas question de générer des bâtiments en recul ou avec des vues partielles. Et la majorité de ces propositions-là, en même temps, allaient chercher le maximum d'implantation. À une autre échelle, notre projet se retrouve ici, en fait, et la gare de train. Donc, on a fait une étude sur les ouvertures parce que notre site représente plus ou moins cette longueur-là dans l'espace public, sur l'espace public. Donc, comment le bâtiment allait être fragmenté pour éviter de créer un monobloc et de générer l'image du ghetto. Donc, ce qu'on a étudié, c'est vraiment le rythme et les ouvertures, les proportions. Et ce qu'on a constaté, c'est que les grandes ouvertures équivalaient, donc,
faisait une référence au plan, au salon d'eau, donc on met de la lumière profondément dans les espaces profonds, et les petites pièces, les petites fenêtres, en fait, avec la porte, souvent donnée sur un bureau et un balcon. Donc, à partir de ces deux éléments-là, donc la grande fenêtre et la petite fenêtre, et une composition, une série de copies de miroirs, ce qu'on a retrouvé, c'est que ce qu'on s'est aperçu, c'est que ça crée une certaine complexité qui, pour nous, devait être intégrée dans le projet. Donc, on a fait l'étude des ouvertures également, des proportions. Donc, la majorité des ouvertures sur la rue sont composées d'une fenêtre de proportion 1,3. Et ensuite, il y a des dérivés de ces fenêtres-là en 2,3, 1,3.2, donc ça varie là-dedans. Et ici, un élément important, c'est qu'on se retrouvait avec des montants, ici dans les ouvertures, qui venaient moduler la fenestration. À partir de là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris un module qui représentait, disons, une ouverture typique sur une habitation Outremont, et on l'a divisé en familles. Et ces familles-là, on a créé, disons, des cousins et des cousines afin de créer une diversité, et aussi afin de répondre aux espaces privés et publics dans le plan des logements. La matérialité, comme je l'expliquais tantôt, on voit le volume représentatif du site. Et notre idée, c'était que le bâtiment devait en même temps créer un lien entre le tissu Outremont traditionnel et le nouveau campus. Donc, pour ce faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré certaines portions des façades à l'intérieur même du volume. Et ce que vous voyez en gris pâle allait devenir plus une matérialité propre au projet qui allait faire la transition. Et aussi, ce qui est important de dire, puis vous allez le voir dans la seconde partie de la présentation, c'est que ces gens-là ont besoin d'une souka, donc qui est un balcon, un espace extérieur qui doit avoir une vue directe sur le ciel. Donc, durant des périodes de l'année, ils vont prier là, et puis ils doivent avoir une vue directement en haut. Donc, ces éléments-là devenaient, disons, une opportunité pour nous de marquer ces soukas-là et d'en faire un emblème, en fait. Et Maurice va vous expliquer plus en détail la souka dans le projet. Oui, c'est ça. Maintenant, je vais vous expliquer plus le contexte culturel du fait que c'est un projet pour la communauté juive. Merci. C'est ça. Comme vous le savez, dans Outremont, c'est assez controversé avec la communauté. Il y a beaucoup de choses qui se passent, là, fait que j'embarquerai pas là-dedans, mais juste pour vous dire que ce projet-là était assez important pour la ville d'Outremont, parce que premièrement, je pense que c'est comme le premier projet de ghetto pour la communauté juive à Montréal. Donc, c'est pour ça qu'eux autres, ils voulaient avoir une mainmise là-dessus un peu, puis ils voulaient qu'on contrôle un peu toutes ces choses-là. Donc, premièrement, par exemple, les soukas, que je vais vous expliquer tantôt. Après ça, la communauté, ils utilisent beaucoup les airs climatisés, parce qu'ils se dévêtissent pas beaucoup pendant l'été. Fait que ça fait que dans les façades, il y a plein d'unités de climatisation, puis ça fait pas très intéressant. Puis justement, les soukas aussi, c'est des... je vais vous l'expliquer tout de suite. Les soukas, on a mis la définition ici, c'est constitué de 2, 3 ou 4 murs. Il faut que ça soit de 1 mètre minimum de hauteur. Puis c'est des matériaux organiques, donc souvent ils vont prendre des plywood, ils vont prendre du bambou, ils vont faire ça un peu tout croche, ils vont installer ça sur les balcons. Ce qui fait que c'est pas très esthétique. Puis il y a beaucoup de plaintes aussi dans le quartier à cause de ça. Le monde dit c'est pas esthétique, c'est pas beau.
c'est sûr que les autres, ils se défendent en disant que oui, ben c'est sûr que c'est pas pire que pendant les fêtes. Pour nous, on met des sapins, on met des décorations de Noël sur la galerie, sur le balcon. On peut vivre avec, puis justement, c'est légitime. Mais l'idée, c'était que la ville elle voulait qu'on essaie de le contrôler, puis justement, en créant peut-être un système architectural qui pourrait vraiment intégrer tout ça. La souka, comme Maxime l'a dit tantôt, il faut qu'elle regarde vers le ciel. Donc, c'était pas possible, par exemple, d'avoir comme un autre balcon au-dessus. Ça, c'était comme un enjeu important dans le projet qu'on a dû travailler. Ce qui était important aussi pour eux, donc la communauté juive de Montréal provient beaucoup de New York. Donc, notre client là, qui nous a rencontrés, c'est ça, il nous est arrivé avec un plan typique que où sa sœur habitait à New York. Puis c'est ce plan-là. Puis il y avait des éléments qui étaient importants là-dedans qu'il fallait intégrer. Donc ça, c'était comme quelque chose d'important aussi dans le projet. Par exemple, c'est sûr que c'est des grandes familles, c'est des super grands appartements. Comme Maxime a dit tantôt, il faut absolument que ça regarde vers la rue. Donc c'est des appartements qui sont traversants. Sont faits en longueur, c'est environ quelque chose comme 1500 pieds carrés. Qui a environ aussi 3-4 chambres. Donc c'est assez impressionnant. En plus de ça, dans chaque chambre des maîtres, il faut qu'il y ait des salles de bain attenantes à ça, qui sont séparées. Il y a des Passover Kitchen. Les Passover Kitchen, c'est pendant leur fête juive aussi. C'est une petite cuisine qui est dédiée juste pour cette période-là. Donc c'est vraiment un dédoublement là, de plein de choses. Puis en plus, les soukas. Donc, ce qui est important de mentionner aussi, c'est ça, c'est que nous, dès le départ, notre client nous a dit ce qu'on veut, c'est que le projet passe à la ville. Donc, on veut que vous fassiez tout le nécessaire pour que ça passe à la ville. Nous-mêmes, on avait une connaissance, un architecte qu'on connaissait, qui lui il siégeait sur le CCU. Maintenant, il l'était plus, mais on l'a engagé comme consultant pour qu'il nous donne des conseils. Alors, on est allé rencontrer la ville là, souvent au début. Avant même de passer comme au CCU, on est allé en avis d'opportunité. Donc, on allait vraiment les consulter, puis on travaillait main dans la main avec eux autres. Puis la ville aimait ça. Puis justement, c'était un point fort. Toute l'étude que vous voyez, qu'on vous présente, pour eux autres, c'était très clair. Puis on n'arrivait pas avec une solution qui était comme juste de notre esprit ou qui était juste quelque chose que la communauté voulait, mais c'était vraiment basé sur le contexte urbain. Ça a vraiment été un bon argument pour que le projet passe. Ça c'est une stratégie de conception. Pour ce qui est d'implantation, c'était assez simple. Il fallait s'implanter sur la ligne 0, sur Ducharme et Champagnat. Puis on avait une marge à respecter aussi par rapport à l'ancienne date de chemin de fer. Donc en arrière, un futur parc linéaire qui était important aussi, puis qui faisait un peu la connexion avec le projet. Ici, on voit un peu la densité des logements qu'on a dû entrer dans le projet. On a mis 52 logements, 52 unités d'à peu près 1500 pieds carrés chacun. Tous des logements traversants, donc ça faisait quelque chose comme assez massif. Puis avec une cour privée là, à l'arrière, qu'on a travaillé aussi là, avec eux. Ce qui est important aussi, ça c'est basé aussi sur les études qu'on a faites sur les cours intérieures par rapport au contexte. Pour pouvoir amener de la lumière là, le plus loin possible à l'intérieur, on a créé un peu, dans une des ailes, là, il y a plus un genre de dentelage qu'on a travaillé pour amener vraiment, pour qu'on puisse avoir des fenêtres, des chambres ici, là, dans chaque chambre, ça prend toujours une fenêtre. Donc ici, c'est ça qu'on a fait. Dans ce cas-là, ici, on est allé d'une autre façon, on a fait des gros puits de lumière. Donc on pouvait mettre des chambres ici, donc il y avait quand même de la lumière qui rentrait dans les chambres. Ça, c'était pas quelque chose qui était très commun non plus, mais on a quand même réussi à faire passer ça à la ville. C'est quelque chose qu'ils ont apprécié. On peut voir ici un peu le type de plan qu'on a réussi à faire à la fin.
Donc des grands logements avec vraiment des entrées différentes. C'est toutes des entrées séparées, donc il y avait quand même beaucoup d'ascenseurs, beaucoup d'escaliers. C'est juste pour vous montrer que par rapport à ce qu'un développeur commun aurait fait à Montréal, il aurait fait une grosse barre, il aurait mis un escalier de chaque bout avec un ascenseur au milieu pour économiser au niveau des coûts parce que c'est 100 000 $ par ascenseur. Donc pour eux, c'était vraiment important d'avoir ça comme ça. C'était vraiment selon leur façon de vivre. Puis c'est ça. Puis aussi, bon, je vais y venir après, là, mais tout ce qui est les balcons en arrière, les terrasses, ça c'était quelque chose, c'était un beau casse-tête qu'on a réussi à travailler. Moi, je vais vous l'expliquer plus tard. Ici, c'est comme un exemple d'une entrée typique. Ce qu'on voit bien, là, ici, c'est bon, tout le système de fenêtres qu'on a travaillé qui provient du contexte avec les éléments verticaux. Pour ce qui est des portes, ça c'est une autre chose qu'on avait étudié aussi dans le contexte. Chaque entrée, c'était toujours un genre de portail en bois. C'est un peu ça qu'on a essayé de reprendre avec toutes les entrées. Donc c'est une alcôve en bois. Il y a une partie au point aussi qui est travaillée avec du bois. Ici, c'est les fameuses soukas. Donc, en avant, ça a été vraiment un élément de design important pour le projet. Donc, c'est ça au début, le client était un peu réticent, mais avec toute l'explication qu'on a apportée, puis ça a vraiment bien passé. À la ville aussi, ils ont vraiment aimé qu'est-ce que ça a donné, parce que ça ne faisait pas un volume qui était massif. Ça le découpait un peu, ça amenait une certaine verticalité aussi. Dans chaque alcôve, on a travaillé une matérialité avec une brique différente. Puis ici, ce qui est important justement, c'était surtout vraiment la vue vers le ciel. C'est un peu comme ça qu'on a travaillé. Au départ, la ville aurait bien aimé qu'on travaille un genre de système de panneaux qui aurait pu être utilisé comme les soukas. Sauf que, bon, pour des questions de coût, notre client voulait vraiment pas faire ça. Il voulait pas dépenser de l'argent pour ça. Parce que pour lui, c'était pas nécessaire. Ça, c'est un peu le résultat que ça donnait. Comme je vous disais tantôt, les entrées ici, tout le coin, on a travaillé vraiment des panneaux de bois qui répétaient faisaient un peu la continuité des portes en bois dans le quartier. Puis avec toutes ce qu'on a fait aussi pour ce qui est de la matérialité, c'est que dans l'ensemble, le volume, c'est une brique, puis chaque alcôve, une brique différente, un peu pour rappeler les différents duplex ou triplex dans la rue, qui sont toujours avec des briques différentes. Ici, ça, c'est à l'arrière, tous les balcons. Vous montrer vraiment toute l'étude qu'on a faite c'était vraiment 52 balcons qu'il fallait qu'on fasse. Il ne pouvait pas en avoir un. Il ne pouvait pas en avoir deux qui se superposent finalement. En fait, c'est parce qu'on avait passé de 52 ouvertures sur l'espace public. Donc, il a fallu en donner certains sur la rue et certaines soukas étaient à l'arrière. Oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup de casse-têtes à jouer avec ça. Même que, bon, il y avait eu possibilité d'en avoir sur le toit, mais l'intention c'était d'arriver à quelque chose comme ça. Ce qui était d'expliquer les enfants ici sur Ouais, c'est ça, c'était tout un système de passerelle parce qu'il n'y a pas juste. Il y a tout le côté aussi réglementation avec le code du bâtiment qui était assez important. Donc il fallait avoir des passerelles qui étaient toutes connectées. Puis c'est un peu un élément là-bas, c'est des communautés, les enfants, ça court partout, fait que ça devenait un peu comme un gros terrain de jeu pour les enfants. Fait que chaque balcon aussi pouvait comme être fermé là, avec des clôtures, là, puis vraiment que chacun ait son petit balcon à lui. Ça, c'est ce que ça donne là, à l'arrière. Donc, ça fait quelque chose d'assez riche, d'assez intéressant quand même. L'idée, c'était on voulait pas que ce soit quelque chose d'opaque, donc on a utilisé du caillebotis en acier. Donc, la lumière pouvait quand même pénétrer. Ça, c'est ce que je vous parlais tantôt au niveau de la matérialité. Donc, on voit très bien en haut, ça c'est sur la rue, c'est sur le Champ-Magnard.
Donc, on sent bien comme la démarcation de chaque élément, chaque bâtiment avec une brique différente. C'est vraiment ça qu'on a essayé de retravailler dans le bâtiment. Donc, chaque alcôve a sa brique distincte. Puis c'est ça qui marque les alcôves, puis toutes les entrées, puis le coin en bas est en bois. C'est la même chose un peu, là, mais en plus rapproché. Puis c'est pas mal ce qui fait le tour du projet. Nous, c'est sûr que pour nous, c'est un projet intéressant. C'est sûr qu'on ne fait pas toujours ça dans tous nos projets, mais on a quand même, la ville a beaucoup aimé notre approche. Puis même le projet que je vous parlais, qui était en face, qui est juste en face là, eux autres, ils ont eu un problème pour passer à la ville, pour passer leur projet. Puis ils ont quand même, ils nous ont demandé s'ils pouvaient prendre comme exemple notre projet pour qu'ils voient comment est-ce que nous, on est arrivés à bien expliquer et à bien intégrer le projet. Donc, c'est assez intéressant pour ça. Puis c'est quelque chose qu'on essaie de faire aussi dans d'autres projets, même si c'est des petits projets. Des fois, c'est bien d'avoir une bonne argumentation à ce niveau-là. En fait, aussitôt qu'on essaie de créer des projets un peu plus audacieux, c'est ce qu'on a appris dans ce processus-là, c'est ça l'aide de comprendre le milieu dans lequel on intervient. En faisant ces recherches-là, souvent historiques, on se rend compte de certaines implantations, matérialités qui, par la suite, nous permettent de développer des projets, disons, différents. Donc, comme Maurice le disait, tout dépendamment des projets, il faut savoir atteindre ses limites, là, mais c'est quand même une bonne façon de travailler qu'on a découvert à travers ce projet-là. Est-ce qu'il y a des questions? Ou c'est vraiment clair? Vous n'avez pas un détail des appartements? Pour l'intérieur, on n'a pas vraiment, non. Ben, en fait, ce qui est particulier, c'est que là-bas, eux autres, il y avait des consultants à New York qui étaient des personnes de la communauté qui, eux, connaissaient vraiment la façon de vivre. Donc, eux autres, ils prenaient nos plans de base puis ils retravaillaient les dessins. C'est sûr qu'à ce niveau-là, on est pas très, très fiers parce qu'on n'a pas vraiment fait grand-chose. C'est ça qu'on le montre pas, mais... Mais en même temps, il y avait beaucoup de murs en 45, ça faisait très années 80 là, comme lifestyle. C'est qu'à un moment donné, on devenait frustré à travailler sur ces plans-là. Et disons, quand l'architecte de New York était arrivé, puis il disait, moi je vais les prendre, c'était correct, disons. Il semble avoir deux balcons qui se superposent ici. Oui, mais c'est parce que dans ce cas-là, il y a des fois que ça arrivait, mais dans ce cas-là, c'est que ça, c'était un deuxième balcon, si on veut. Pour la même famille. Oui, c'est ça. Fait que celui-là, par exemple, avait son autre balcon ici, dans un autre alcôve. Des fois, il y en a qui en avaient en avant, des fois en arrière. Mais la définition de la SUCA dit que c'est pas obligé d'être tout le balcon qui soit ouvert, en autant qu'il y ait une partie qui soit ouverte. Donc, pour ce cas, il y avait même des stratégies qui auraient pu être faites, comme par exemple, ils ont déjà vu, ce qu'ils faisaient, c'est que s'il y avait un balcon au-dessus, ils mettaient une partie sur charnière qu'ils pouvaient ouvrir. Donc, comme ça, quand c'était la période sainte, ils pouvaient l'ouvrir et ils voyaient vers le ciel. Merci. J'ai écouté tout à l'heure que vous parliez d'un train de chemin de fer. Ouais. Est-ce qu'il est encore opérant? Oui. Oui, il est opérant. Il va être même dévié là, vers le nord. En fait, dans le nouveau projet du campus Outremont, vous voyez, la trace du chemin de fer, présentement, c'est ça. Et dans le nouveau campus, ils l'ont dévié au nord, le long parc extension, en fait. Donc, on se retrouve, en fait, dans le projet des Cardinal Hardy, c'était important de garder cette trace-là. Et en même temps, eux, ce qu'ils ont développé, c'est un grand boulevard urbain. Et l'idée, c'est de créer des plus petites avenues qui faisaient le lien entre le tissu Outremont et le nouveau campus, idéalement à travers des zones UV.
Oui. Qu'est-ce qui justifie ça? C'est vraiment culturel, c'est que, disons que c'est en même temps un signe de bourgeoisie, en quelque sorte, c'est d'avoir pignon sur rue. C'est surtout ça, là, je dirais. Ils l'ont pas dit. Pas dit clairement. Mais dans un certain sens, leur style de vie à l'intérieur de ce bâtiment-là est très similaire à ce qui se passe maintenant à Outremont, parce qu'ils prennent des bâtiments, puis ils occupent 2 étages des fois, et 3 différentes familles, et pour eux, l'idée d'avoir une entrée distincte, donc de ne pas tout mélanger, tout mélanger toutes les familles, c'était important. Donc c'est quasiment un mix entre la continuité de leur habitat traditionnel mis dans un ensemble d'habitations. Quand est-ce que le projet va être, est-ce qu'il va savoir commencer? En fait, on attend, on va l'envoyer pour les permis de construction bientôt, mais là, le client, il se questionne un peu. Là. Je ne sais pas c'est quoi la raison, mais je pense qu'en fait, c'est qu'eux, déjà en partant, il y avait, comme je pense, la moitié là, des unités qui étaient déjà vendues. C'est beaucoup familial, donc juste le client, avec sa famille, là, il y en avait déjà une couple de réservés. Mais je pense que c'est une question d'aller chercher des personnes de New York et de vraiment tout remplir ça, puis après ça, ils vont commencer à construire. Est-ce qu'ils ont déjà décontaminé le site? Donc, la première étape a été réalisée l'année dernière.